Pour ceux qui ont besoin d'aller aux toilettes, mais qui ne veulent pas manquer la conférence, il y a une chambre de bain juste à côté. Alors, c'est ça, c'est très discret. Alors, je vais peut-être introduire cette conférence par faisant remarquer pour ceux qui ne me connaissent pas déjà, je suis un anglophone, je viens d'Ontario. On n'avait pas remarqué ça. C'est ça. Et je vais vous présenter une pensée que j'ai eue sur la préservation de la culture québécoise. Donc, je comprends l'ironie de ça, honnêtement, parce que pour ceux qui sont québécois, c'est excluant, ça veut dire Guillaume. Et peut-être Terry, je ne sais pas, tu viens d'Ontario aussi? Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Alors, pour ceux qui sont de Québec, ils savent déjà que, bon, il y a un peu d'animosité souvent entre les anglophones puis des Québécois, le séparatiste puis tout ça, toutes ces OK, entrez. Il y a des papiers quelque part en arrière. Donc, il y a un peu de... Ils sont ici en arrière. Donc, il y a un peu d'animosité entre les Québécois et les Ontariens. Ontariens, comment dire? Ontariens. Donc, et souvent, c'est en rapport avec le langage. Tu sais, je me rappelle quand j'étais jeune, moi, j'ai de la famille qui habite au Nouveau-Brunswick. On habitait en Ontario. Il fallait qu'on passe à travers le Québec. Puis j'ai dit, fallait. Tu remarques bien ce mot-là. Ma mère, elle parle très bien avec les langages. Elle était missionnaire en Espagne pendant 1 an. Elle a appris à parler l'espagnol. Puis à chaque fois qu'on passait à travers le Québec, il fallait que ma mère parle en français. À mon horreur. Pendant au moins quelques heures de la route, je ne comprenais absolument rien de ce qu'elle disait. Puis pour beaucoup d'Ontariens ou anglophones, le séparatiste, de toute la gamique de séparation de Québec, ça a été vraiment quelque chose quasiment, à un moment donné, je vais vous dire, venant d'un anglophone, ça a été fatigant, c'est le bon mot. Tu sais, à un moment donné, j'ai juste comme, OK, là, séparez d'abord. Tu sais, vous voulez pas de nous, c'est correct. Vas-y, on comprend. Vous êtes différents. Donc, je comprends l'ironie. J'espère que vous voyez l'ironie d'un anglophone d'Ontario qui vient pour vous présenter une pensée que j'ai sur la bonne manière de préserver la culture québécoise. Spécial, hein? Vous avez sur vos... Merci. Là, une de mes peurs, et je vais vous le dire tout de suite, c'est que comme philosophe, j'ai peut-être trop compliqué l'affaire. Je vais essayer de le rendre simplifié un petit peu. Vous allez remarquer sur vos pages que je vous ai données que j'ai essayé de le mieux possible de respecter la loi 101. Le langage et la préservation de la culture, puis en anglais juste en dessous, le language and the preservation of culture. J'espère que vous voyez l'ironie aussi dedans. Alors, première chose que je vais vous demander en faisant ceci, c'est de laisser vos émotions à la porte. Lorsqu'on touche à un sujet moral, inévitablement, on touche à un sujet qui est très, très chaud au cœur des gens. C'est difficile. Des fois, on touche à quelque chose qui peut rendre le monde émotivement impliqué. Puis souvent, ceci empêche les gens à voir la vérité d'un argument. Surtout quand on parle de la culture. OK? Là, qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui? C'est premièrement, je veux juste donner rapidement une explication de qu'est-ce que la loi 101 et le raisonnement en arrière de la loi 101. Et c'est surtout ça, à ça que je veux m'attarder aujourd'hui. C'est quoi le raisonnement en arrière de la loi 101? Puis après, qu'est-ce que je veux faire? C'est que je veux proposer que la loi 101, le raisonnement qui est en arrière, est bobonne parce qu'il utilise une mauvaise façon d'arriver à la conclusion qui est désirée. Puis, je vais vous proposer une autre manière que je pense est beaucoup plus valable et j'espère que vous allez être d'accord avec moi à la fin de la journée, de soirée, quand que je finis. Donc, rapidement, vous connaissez la loi 101. La loi 101, ça explique que pour n'importe quelle chose, il faut que ce soit en français. Peu importe c'est quoi, c'est un signe public, ton bâtiment, ça doit être en français. C'est quoi le raisonnement en arrière de ça? Le raisonnement en arrière...
Je pense que j'ai sauté par-dessus la place où je le cite. Il dit ceci. Le Charte de la langue française nous explique que la raison pour laquelle le français est la langue de l'État et de la loi, aussi bien que la langue normale et habituelle du travail, de l'enseignement, de communication, du commerce et des affaires, la raison pour ça, est que la langue française permet au peuple québécois d'exprimer son identité. Ça nous permet d'exprimer notre identité. Ça veut dire quoi? Ici, on pourrait dire d'un certain sens que par la loi 101, on préserve la culture québécoise. Ce qui fait en sorte qu'on est québécois. Okay? C'est ça l'idée. Le but de préserver le langage, c'est de préserver qui on est comme Québécois. Puis j'utilise le « on » malgré le fait que j'ai grandi en Ontario parce que c'est beaucoup plus facile de parler comme ça. Je ne veux pas parler comme vous tout le temps, ça sonne accusatoire. Donc, on va dire « on ». OK? Puis j'espère que vous allez être assez gentils de m'inclure comme Québécois dans ceci, surtout, mais que j'ai fini avec mon argument. Donc, là, sur vos feuilles, je vous ai donné plusieurs juste syllogismes rapides pour un peu expliquer comment que je comprends les raisonnements en arrière de l'argument. Je veux rapidement expliquer, si vous regardez sur vos feuilles, je pense que c'est la première chose, c'est le syllogisme pratique. Le syllogisme pratique, c'est une manière d'arriver à une action. Okay? On voit comme quelque chose comme étant bien. Je peux donner l'exemple de mes enfants. Ils aiment bien la crème glacée, des bonbons. Ils n'aiment pas... Des brocolis, oui, ça pourrait être. Mais il y en a une qui aime le brocoli, par exemple, et il appelle ça des arbres. Mais c'est ça. Il n'aime pas les asperges. OK? Fait que, mettons que je donne même si c'est des brocolis, par exemple, ou quelque chose qu'il aime, mais je donne un choix. Veux-tu un bonbon ou un bon steak? D'après moi, les deux sont bons. Il me semble que c'est des bons choix. C'est pas une qui... Moi, personnellement, je serais plus tenté d'aller vers la steak. Mon enfant va choisir le bonbon. Il est présenté avec deux biens, deux choses qui sont en soi bons, et peut-être qu'on dirait que le bonbon est peut-être pas bon pour l'enfant, mais on va dire, en tant que c'est pas trop, c'est correct, OK? Mais c'est deux biens. On présente ça à l'enfant délibère sur qu'est-ce qu'il devrait faire pour avoir le bien. Il voit les deux comme étant des bonnes choses, s'il est bien éduqué, en tant que le steak est aussi pas bien cuit, mais rare. Bleu, vous-même. Excuse-moi, j'impose mes morales. C'est objectif. C'est ça, c'est objectif, hein? C'est ça. Il me semble que c'est assez objectif, ça. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il délibère sur qu'est-ce qu'il devrait faire pour obtenir ça. Puis là, c'est sur la table, peut-être. Mettons, on peut même faire l'histoire encore plus compliquée. Il voit des biscuits qui sont dans une pot sur la chose. Il voit ça, c'est une bonne chose. J'aime ça, ces biscuits-là. Je les vois comme un bien. Qu'est-ce que je peux faire pour les avoir? Fait qu'on délibère sur les moyens de les atteindre. Il n'est pas en train de délibérer ou demander sur la question « est-ce que c'est une bonne chose? » Ils savent que c'est une bonne chose. La question qu'il veut demander, c'est « comment est-ce que j'obtiens ça? » Fait que qu'est-ce qu'il fait l'enfant? Bon, bien, je pourrais faire des travaux pour mon papa, puis si je fais ça, ils vont me le donner, le biscuit. Mais maman et papa, ils sont en bas. J'ai ici une chaise. Le comptoir, le biscuit. Je peux monter en haut tout de suite, le prendre, maman et papa ne vont jamais savoir. Fait qu'ils délibèrent sur ça, ils pensent dessus, puis là, souvent, un enfant qui n'a pas encore été appris peut-être certaines affaires, ils vont le faire pareil, ils vont monter, prendre le biscuit, puis ils essaient de cacher ça de maman et papa, peut-être. S'ils ont été peut-être enseignés que c'est pas bien de faire ça, bien peut-être qu'ils vont aller voir maman et papa, puis essayer de tordre le bras de maman et papa. Papa, je t'aime. Je t'aime aussi. Non, mais papa, mais je t'aime beaucoup. Qu'est-ce que tu veux? Tu vois, fait qu'il demande la question. Fait que qu'est-ce qui arrive quand on entretient une action? On regarde quelque chose comme bien. On délibère sur le moyen par lequel on devrait entamer ou achever ou arriver à cet bien. Puis ensuite, on agit par la manière dont on a comme pensé. Ça, c'est la meilleure manière d'agir. Qu'est-ce qu'on a fait au Québec? Bien, on a dit ceci. La préservation de la culture québécoise est bonne chose. Deuxièmement, puis
Puis là, vous allez voir dans votre argument, il y a un syllogisme qui soutient cet argument, puis c'est juste bien normal, ça fonctionne très bien. La préservation d'un langage est le moyen le plus sûr par lequel une culture est préservée. À partir de ça, si on préserve le langage québécois, alors on va préserver la culture québécoise. Donc, préserve le langage québécois, culture québécoise est préservée. C'est très basique, il n'y a pas de trop difficile dans ça. Fait que qu'est-ce qu'il dit? Il prend ce principe, puis il dit, ça c'est la meilleure manière d'obtenir le bien que je veux, donc, utilise ça. Mais quand ils ont fait ça, ils ont fait une délibération. Ils n'ont peut-être pas regardé toutes les meilleures options. C'est intéressant à noter que dans l'histoire de la culture québécoise, on nous dit que des prêtres catholiques ont imposé des lois sur les francophones catholiques pour préserver la culture québécoise. C'est-à-dire, si tu n'es pas enceinte quasiment tous les semaines, tous les mois, toutes les années, ben, tu vas aller en enfer. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait des grosses familles. C'est ça? Ça a fait que les Québécois sont d'une sens toujours en existence, oui. Mais c'est quoi qui est en train de se faire? Est-ce que c'est juste parce que théologique, leur affaire, ils ont mal compris la Bible, ou est-ce qu'il y avait un aspect de ça où ils disent, je veux préserver la culture québécoise, et la meilleure façon de le faire ça, c'est d'avoir des grandes familles? Pardon? Par la foi. Oui, oh oui, c'est très... je suis de l'avis que ça, c'est de l'abus spirituel. Mais est-ce que leur but était bien? Est-ce que c'est-à-dire, leur but était peut-être de préserver la culture québécoise? Ils ont entamé un moyen qui n'était pas bon pour arriver à une conclusion qui était, ben, ils ont eu un certain succès. Quand il y a eu la révolution tranquille, qu'est-ce qui s'est passé? On rejette la religion. Mais si on rejette la religion, quel moyen est-ce qu'on a pour préserver quand même la culture québécoise? Parce que tous ces fondements moraux, religieux qu'on avait dans l'Église catholique n'existent plus. Mais on veut quand même préserver la culture québécoise. On va arriver... moi, je pense honnêtement qu'aussitôt qu'ils ont rejeté le christianisme au sens normal, oubliez le catholicisme, mais juste le christianisme et les fondements moraux qui allaient avec, ils ont déjà commencé à détruire la culture québécoise. Parce que ça faisait partie de ce que les Québécois étaient, la culture. Donc, pour préserver la culture québécoise, il faut préserver le langage. Ça, c'est la fin de la syllogisme pratique. Tous les autres moyens qu'on a regardés, ça ne marche pas. La religion, ça ne marche pas. Catholique, c'est la preuve. Fait que nous, on va utiliser le langage, et c'est ça qu'on fait dans le monde séculier. C'est ça qu'on a fait au Québec, on a imposé la loi 101 pour préserver l'identité québécoise. On va préserver la culture québécoise. Là, je veux examiner ça, cet argument-là, puis je vais demander, est-ce qu'ils ont raison? Moi, je pense personnellement qu'ils ont raison sur la première prémisse. La culture québécoise, c'est une bonne chose à préserver. Là, on va arriver à une question où je vais demander, est-ce que la culture elle-même est une bonne chose à préserver? Puis on va parler de ça dans pas long. Mais je pense, on peut dire que, bon, si la culture est quelque chose qui existe, et c'est une bonne, si c'est quelque chose qui est bon, bien, en général, des cultures sont des bonnes choses à préserver. Je pense que si c'est bon pour une nation de préserver à l'intérieur de elle plusieurs cultures, alors c'est bon de préserver la culture québécoise à l'intérieur du Canada. Parce que ça, c'est une des choses qui présuppose pour dire qu'il faut préserver la culture québécoise au Canada. Que c'était une bonne chose pour la nation. Autrement dit, le multiculturalisme est une bonne chose. C'est ça qu'il présuppose quand il dit qu'il faut préserver la culture québécoise. Et finalement, il présuppose que la culture québécoise est une bonne chose à préserver. Est-ce que c'est vrai? Moi, je pense que oui. Parce que je pense qu'il y a un certain aspect de la culture qui est une bonne chose à préserver. Est-ce que toute la culture est bonne? Je ne sais pas. On va demander cette question. La deuxième prémisse dans le syllogisme pratique d'Aristote, c'est la culture québécoise, c'est une bonne chose à préserver. Le deuxième, c'est on va le préserver par le langage. C'est ça le moyen qu'on va le faire. Est-ce que ça marche? Je pense que non. Dans le fond, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? C'est si je préserve le langage, alors je préserve la culture. Le problème, c'est que dans une équation de même, dans une proposition conditionnelle, si je préserve le langage, alors je préserve la culture. La réalité, c'est que je peux arriver à ça sans ça. C'est possible. Ça, c'est pas nécessaire pour que ça arrive. Je peux préserver la culture d'une autre manière. C'est ça que ça sous-entend si c'est juste une condition, une proposition conditionnelle. Mais
Si c'est une proposition biconditionnelle, la culture se préserve seulement par la préservation du langage, là, on a un problème. Parce que je pense qu'on peut démontrer que c'est faux par l'histoire. Par exemple, à travers l'histoire, nous voyons des Juifs que leur culture a été préservée sans la préservation du langage. Les Juifs habitent aux États-Unis, puis tu regardes leur famille, puis ils font essentiellement la même chose que les Juifs, par exemple, le temps de Jésus. Peut-être qu'ils ne font plus les sacrifices, mais ce n'est plus une question de est-ce qu'ils peuvent le faire ou non. Le temple n'est peut-être plus là, ils n'ont plus peut-être accès au temple, mais ils gardent les fêtes. Ils restent en famille, ils gardent les traditions, ils gardent leur foi en Dieu. Pourtant, ils ne parlent pas hébreu antique. En tout cas. Donc, je ne pense pas que la préservation de le langage est nécessairement la manière de préserver la culture. On pourrait présenter, par exemple, pour démontrer l'erreur de ça, on pourrait présenter une société qui aurait essayé de préserver leur culture en préservant le langage, mais qui a échoué. Puis je pense que la triste réalité, c'est que le Québec, c'est ça. Le Québec, c'est une société qui a essayé de préserver la culture québécoise en préservant le langage et que ça n'a pas marché. Et troisièmement, une autre manière qu'on peut choisir, c'est qu'on peut présenter un lieu qui a le même langage, essentiellement. J'ai peut-être quelqu'un qui va contester ça, mais qui n'a pas la même culture, comme la France, qui a un langage français, mais qui n'a pas la culture québécoise. Et en réalité, si c'est par la préservation de le langage qu'on préserve la culture, alors tous les Québécois seraient des francophones comme France, avec la même culture de France. Il n'y aura pas une culture québécoise. Si c'était par le langage qu'on préserve la culture. OK? Donc, ça c'était un peu mon introduction. Parce que je veux démontrer premièrement que l'idée qu'on peut préserver une culture en préservant son langage, c'est mal fait. C'est mal pensé. Ça ne marche pas. Et justement, comme j'ai dit, si c'est par le langage qu'on préserve la culture, alors on devrait tout être des francophones de France. En tout cas, avoir la même culture de France. Mais alors la question se demande, si la culture québécoise c'est une bonne chose de préserver, comment est-ce qu'on peut la préserver? Bien, je pense qu'avant qu'on fasse ça, je pense qu'on devrait demander une question. Qu'est-ce qu'une culture? Parce que pour moi, c'est un terme qui est assez flou. Puis quand j'ai fait les recherches pour essayer de trouver qu'est-ce qu'une culture, je mets de côté un dictionnaire, je regarde dedans rapidement, puis il donne une liste de définitions possibles. Tu t'en vas dans les auteurs qui ont abordé la question de culture, puis ils n'ont aucune espèce d'idée. Même ceux qui disent, par exemple, chez les chrétiens, qu'on peut utiliser la culture pour évangéliser, il ne dit pas c'est quoi une culture. C'est comme si c'était un mot que tout le monde devrait connaître, mais personne ne sait c'est quoi. On peut utiliser ce mot, dans plusieurs sens. Par exemple, pour ceux qui sont, c'est quoi le mot pour ça, qui ont la pousse verte, je pense qu'on dit ça, les cultivateurs, parfait, ils font la culture de plantes. Ça fait que dans ce sens-là, on dit, il prend une chose, il prend soin de ça pour que ça grandisse, puis ça, c'est la culture. Est-ce que c'est ça qu'on veut dire quand on parle, il faut préserver une culture québécoise? Je pense pas. On n'est pas en train de dire qu'il faut préserver la cultivation du maïs. C'est pas ça la culture québécoise. Y a-t-il une autre manière de parler de la culture? Bien, on pourrait peut-être parler de faire une ferme, cultiver des animaux, chose de même. C'est pas non plus de ça qu'on veut parler. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On parle de la culture québécoise, on parle de la culture grecque ou hellénistique quand on étudie la Bible. Puis on dit il faut connaître la culture grecque pour comprendre la Bible. On parle de culture africaine. On pourrait même dire, on fait ça parfois, puis on voit quelqu'un, puis on pense qu'il y a certains attributs, puis on dit cette personne est un homme ou une femme culturée, qui a du culture. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Bon, j'ai tourné vers C.S. Lewis, qui a écrit un article qui s'appelle « Le christianisme et la culture ». Dans cet article, il explique que la vie du culture, par ce mot-là, la vie du culture, il veut dire l'activité intellectuelle et esthétique. OK. L'activité intellectuelle et esthétique. Bon, c'est correct, ça donne une idée, ça donne un point de départ vers quelque chose. Puis après ça, quand tu lis à travers l'article, il ressort plusieurs aspects
d'une culture que lui, il voit comme étant des choses qu'on peut dire, ça c'est la culture, quand on parle du mot culture. Ce sont des choses comme ceci. La capacité de vivre avec satisfaction, c'est ça qui est vrai d'une personne qu'on pourrait dire a du culture. On parle de l'art, la science, la musique, des formes d'écriture telles que la tragédie. Fait qu'on va parler, mettons, de Homère, l'Odyssée de Homère, l'Iliade, choses comme ça fait partie de la culture. La culture de l'intellect par les études libérales, donc des sciences humaines, fait partie de la culture. Les plaisirs corporels, tels que la nourriture. Fait que, on parle de la culture québécoise, puis une des premières choses qui vient en tête, c'est la poutine, pour bien ou pour mal. Ou une cabane à sucre. Hein? La tire à l'érable. Puis on dit, ah, ça c'est la culture québécoise. La nourriture, ça fait partie d'une culture. OK? Quoi d'autre? La boisson. Il y a certaines boissons qu'on dirait, mais ça fait partie de la culture. On pourrait dire, pour bien ou pour mal, que même certaines formes de sexualité sont acceptées culturellement ou que d'autres places ne sont pas. Et aussi, un certain fondement moral. Toutes ces affaires-là que je viens de nommer, c'est tous des aspects qu'on retrouve dans une culture, qui font partie de la culture. Puis quand on les délimite, on est capable de dire, ah, la culture québécoise, il faudrait qu'on situe ça, comme tel type d'art. Des peintures sont faites de même, les histoires sont faites de même. J'ai d'ailleurs à la maison, vous allez peut-être trouver ça drôle, j'ai un livre en anglais traduit par une madame qui a fait des recherches sur des fables et histoires de grand-mère traditionnelles québécois. Je l'ai en anglais. Peut-être que vous connaissez quelques-uns des noms. Le fable de l'ours et du renard. Quelqu'un qui connaît ça, c'est une vieux fable québécois. Rendez-moi ma bourse, les cornes d'or, Tigean et la chatte blanche, Pierre sans peur, Poussette et Marie. Non, il n'y a aucune? Poussette Marie? OK. Le petit doigt enchanté. Je ne connais pas cultivé. C'est ça. C'est ça. Le bonhomme Sateur. Jean Cuy, ou La femme en dérive, l'étoile d'or, le meunier sans souci, même, et le diable et la bougie. Et d'autres histoires de même qui sont dans ça, qui viennent de très longue date, des débuts du Québec, qui font partie de l'ancienne culture de Québec. Je ne pense pas que ça a rapport avec ça. Je pense que ça a rapport avec le fait qu'on a essayé de préserver la culture d'une manière qui, en fait, ne préserve pas la culture. OK? Mais je vais arriver je ne veux pas sauter aux conclusions tout de suite. C.S. Lewis, quand lui parle de la culture, il semble décrire la culture humaine comme quelque chose qui dépasse, qui est supérieur à toutes les cultures particulières. Parce que lui, quand il parle de la culture, il n'est pas juste en train de parler de certains aspects de la culture d'Angleterre ou certains aspects de telle culture. Il est en train de parler quand lui parle de culture, ça inclut des grandes histoires de Grèce. C'est pas le mot, ça? Puis d'Égypte, puis de Norvège. Puis il est en train de dire, tout ça, ça fait partie de la culture. Fait que c'est comme si lui est en train de parler d'une culture générale humaine. Puis qu'une personne qui est culturée, ou qui est cultivée, je pense que c'est le bon mot, c'est quelqu'un qui a accès ou qui est au courant de ces affaires-là. OK? Donc, pour lui, une véritable homme ou femme qui est cultivé, il ne se restreint pas à une seule culture, mais il s'élance dans le monde pour comprendre la culture humaine, pour être informé de comment que tout le monde en fait des choses. Tout le monde en parle. Une autre chose de la culture québécoise. Si on accepte ça comme étant le signe d'une personne cultivée, alors pour pouvoir être cultivé, il faut être capable de reconnaître des bonnes choses et des mauvaises choses dans une culture. Puis il faut être capable de voir comment que ces choses sont bonnes, puis qu'est-ce que ça peut donner. Il y a un autre philosophe que lui a dit ceci, la culture, dans le sens où on l'utilise dans son livre, il dit, c'est la totalité de tous les biens naturels du monde et de ses dons et qualités qui, tout en appartenant à l'homme, se trouvent à être au-delà de la sphère immédiate de ses besoins et désirs. L'idée, c'est que il parle tout à fait comme C.S. Lewis.
C'est toutes ces bonnes choses que le race humain aurait fait qui appartient à tout le reste, d'un certain sens. Fait qu'on pourrait peut-être parler aussi des pyramides, fait partie de la culture humaine. OK? Donc, une culture particulière, on pourrait dire ceci, c'est l'ensemble de tous les biens naturels, des dons, des qualités, des contributions artistiques et intellectuelles, et des pratiques qui sont uniques à un groupe particulier de personnes et qui distinguent ce groupe de l'ensemble de personnes de tout autre groupe humain qui les entoure. Donc, si on veut savoir c'est quoi la culture québécoise, la culture québécoise serait l'ensemble de tous les biens naturels. Là, je vais répéter un peu ce que j'ai dit, mais c'est l'ensemble de tous les biens culturels, naturels, des dons, des qualités, des contributions artistiques et intellectuelles des Québécois, qui sont uniques aux Québécois et qui distinguent les Québécois de tout autre groupe humain qui les entoure. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, il faudrait qu'on regarde, par exemple, les cabines à sucre, les boissons comme le vin et la bière qui font partie, pour bien ou pour mal, de la culture québécoise. Il faudrait qu'on regarde certaines choses comme la compréhension de la moralité québécoise qui était tellement influencée au début de la culture québécoise par l'Église catholique. Puis il faudrait aussi regarder la question de l'histoire québécoise et les fêtes et les symboles québécois qui font partie de cette culture. J'ai mentionné tantôt quelques-unes de ces vieilles fables qui ne sont plus, honnêtement, vraiment connues dans la société québécoise. Je veux demander la question, justement, quand je vous lis cette liste de fables, puis il n'y a personne dans la salle qui est capable de me dire « Oh oui, je connais ça », ou peut-être il y a une ou deux qu'on connaît, mais pas toutes. Si la loi 101 est tellement bon pour préserver la culture québécoise, comment ça qu'on a perdu ces aspects de la culture québécoise? Ils sont partis où? C'est intéressant que si un gouvernement prend une décision qui va changer un aspect de la culture, à moins que cet aspect soit mauvais. Guillaume a parlé tantôt chez les Indiens, une pratique qu'ils faisaient dans la culture qui était mauvaise. Si on prend une décision d'enlever ça, ça enlève un aspect de la culture. Ça peut être bien, ça peut être mal. OK? Donc, quand on fait une loi pour préserver une culture, il faut toujours demander la question, est-ce que je suis en train d'enlever quelque chose qui est bien ou est-ce que je suis en train d'enlever quelque chose qui est mal? Et en faisant ça, est-ce que je préserve la culture? Ça, d'ailleurs, c'est une question qui est très importante pour les missionnaires quand ils vont dans d'autres pays. OK? Parce que l'Évangile apporte certaines lois morales qui vont en contre de certaines pratiques culturelles dans d'autres nations. Est-ce qu'il y en a qui vont en contre certaines pratiques culturelles au Québec? Il faut le demander. Mais si le changement culturel est trop extrême par une loi qui est exigée, alors la culture va être perdue et on ne serait plus capable d'identifier la culture en question. Quand que j'ai dit ça, je suis en train de faire référence à la Révolution tranquille. Les Québécois ont remarqué qu'il y a un problème avec la manière dont on a essayé de préserver la culture, qui est devenu un abus spirituel. Et ils ont tous rejeté le christianisme. Mais en rejetant le christianisme, ils ont littéralement jeté la culture québécoise à l'extérieur aussi. Pour que maintenant, on ne comprend plus qu'est-ce que ça veut dire être québécois. La question, je veux demander une question maintenant. On sait c'est quoi une culture, on a parlé des éléments de culture, je veux demander des questions. Parce qu'il me semble que la première question que moi je veux demander comme chrétien, c'est oui, mais honnêtement, j'arrive au Québec, puis j'aime ça, la culture québécoise, mais pourquoi préserver la culture québécoise? Il me semble que comme chrétien, ça n'a aucun rapport. D'après tout, rendu au ciel, il va-tu avoir une culture québécoise? Non. Ça sert à quoi d'abord de préserver ça? Est-ce que c'est quelque chose qui est inutile pour le chrétien? C'était ma question. Et je pense que c'est une question à laquelle il faut que nous, on s'attarde, comme croyants, parce qu'on vit au Québec.
Je vais essayer de donner quelques réponses, puis tu me diras à la fin si tu es d'accord. Ben, quand que je me suis demandé cette question, j'ai regardé justement l'article de C.S. Lewis, et C.S. Lewis, lui, il s'est demandé la même question aussi. Il s'est dit, oui, mais comme croyant, hein, avant, il était athée, puis il s'est lancé dans toutes les choses culturelles, puis il disait, c'est ça qui est important. Puis là, tout d'un coup, il devient croyant, puis c'est comme, oui, mais c'est quoi l'importance de ces affaires culturelles quand c'est l'Évangile qui compte? Fait qu'il voulait tout rejeter les choses culturelles pour l'Évangile. Puis après ça, il y a eu certaines personnes qui ont fait la réflexion, oui, mais peut-être la culture peut apporter certaines bonnes choses. Fait que C.S. Lewis s'est dit, bon, je vais examiner ces questions. Fait que C.S. Lewis, il regarde le Nouveau Testament. Puis il dit, mais est-ce peut-être que Dieu, il dit quelque chose dessus dans le Nouveau Testament? Fait qu'il fait quelques remarques. Premièrement, le Nouveau Testament enseigne qu'il faut faire attention de ne pas mettre trop d'importance sur les choses et relations terrestres. Donc, on peut parler de celui qui veut suivre l'Évangile et d'appeler à même parfois mourir à ses propres parents pour suivre Jésus-Christ. Il est obligé peut-être de rejeter tous ses biens terrestres pour suivre Jésus-Christ. OK? Fait que, il y a cette idée qu'il ne faut pas être trop attaché. Ça ne veut pas dire que comme chrétien, tu es obligé de tout jeter à la porte. Il faut juste être prêt à tout laisser en arrière si c'est ça qui est demandé pour la foi en Jésus-Christ. OK? Donc, il dit, wow, fais attention. Deuxièmement, il faut éviter des sentiments de supériorité. C'est quoi l'idée que tu penses quand tu penses personne cultivée? Tu sais? Le petit doigt. Je peux me permettre parce que Guillaume est dans la salle, peut-être que... C'est ça! c'est ça. Oh! J'habite à New York, on me moque pour être français. Je viens ici, on me moque pour être français. Il n'y a pas de victoire possible. C'est ça. Je t'ai demandé de venir juste pour ça. Non? Donc, tu sais, on pense à quelqu'un qui je pense qu'en bon québécois, on dit « il se pète plus haut que le trou ». Il se pète les bretelles. Il pète plus haut que le trou. OK, c'est bon, good. Ça me fait penser à mes années à Trois-Rivières quand j'ai prêché. Bon. Deuxièmement, il fait remarquer que le Nouveau Testament démontre ceci. Il enseigne que des choses culturelles sont reconnues comme étant bien et sont encouragées. Jésus, quand il est allé à le mariage en Canaan, c'était pas pour dire « wow, 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 arrête cette affaire culturelle ». Il est allé pour l'encourager. Il a participé à le mariage. Et non seulement qu'il a participé à le mariage, mais il a tourné de l'eau en vin pour que le vin qui fait partie de la culture juive dans le mariage, soit dans le mariage, qu'il y ait du vin pour célébrer le mariage. Fait qu'il a célébré beaucoup d'aspects de culture quand que Jésus était sur la terre. Le mariage, d'autres plaisirs corporels. Pour Jésus, il n'interdisait pas les relations sexuelles à l'intérieur du mariage, par exemple. Le travail pour faire l'argent. On voit dans Paul qui écrit aux Thessaloniciens que tu dois travailler. C'est ton devoir de travailler. Puis C.S. Lewis, il fait une remarque à laquelle je suis compatissant. Il dit, le fait que Dieu dit que tu dois travailler pour ton argent, ça me dit que si la seule chose dans laquelle je peux travailler pour avoir de l'argent, c'est faire des choses de culture, puis si la culture n'est pas en soi mauvaise, ça veut dire que Dieu est en train de me dire, je peux créer des aliments de culture pour de l'argent. Puis il dit, ça c'est ça pour moi. Il dit, C.S. Lewis dit, ça pour moi c'était comme, parce que je suis bon à rien, sauf pour expliquer la littérature. Donc, il dit, oui, c'est ça, exactement. Finalement, il y a une place pour les philosophes. C'est bon. Et donc, finalement, il note que la culture et les aliments de la culture peuvent être utilisés pour présenter l'Évangile à ceux qui entourent nous autres. Donc, on regarde Actes chapitre 17. Puis, qu'est-ce que Paul il fait quand il arrive à Grèce? Puis, il est amené dans l'aréopage à Athènes. Première chose qu'il fait, j'ai remarqué que vous avez un hôtel à laquelle c'est inscrit à un Dieu inconnu. Puis, entre parenthèses, j'aimerais maintenant, je vais faire une paraphrase, j'aimerais vous introduire à celui qui est ce Dieu inconnu pour vous autres.
mais qui n'est pas si inconnu que ça. J'aimerais vous le présenter. En plus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cité 2 poètes différents venant de la culture grecque. Pourquoi? Pour rejoindre les Grecs avec leur propre culture pour présenter l'Évangile. Donc, C.S. Lewis, en vue de tout ceci, il dit, si nous allons convertir nos voisins païens, nous allons être obligés de comprendre leur culture. Si on veut être capable de présenter l'Évangile à nos voisins, il faut comprendre leur culture. Puis, c'est intéressant qu'elle dise ça. Parce que je pense que souvent, comme croyants, on sort tellement de la culture que c'est comme si on était obligé de quasiment essayer de retourner dans la culture pour présenter l'Évangile. Puis on ne se voit plus dedans. On se sent mal même de voir dans la culture. Puis on ne comprend plus la culture québécoise. Et j'ai vu ça en parlant avec certaines personnes sur les manières d'évangéliser au Québec. Puis il s'en va aux États-Unis pour trouver des meilleurs moyens d'évangéliser qui ne marchent absolument pas au Québec. Parce qu'il ne tient pas en compte la culture québécoise. Puis il faut faire attention à ça. Finalement, C.S. Lewis, il donne 4 points pour démontrer comment un chrétien devrait être impliqué dans la culture. Il dit, le Nouveau Testament nous enseigne qu'on doit travailler pour gagner notre vie. Il dit, deuxième, le chrétien devrait être une influence positive dans la culture, comme un genre d'antidote. Donc, on voit des œuvres d'art partout on a fait mention des œuvres d'art dans une des présentations qui c'est blasphématoire. On devrait en avoir des artistes chrétiens qui sont en train d'influencer la culture par des œuvres d'art qui glorifient Dieu. Et pourquoi pas? On peut être comme une genre d'antidote dans la culture. Et je donne une œuvre d'art comme un exemple, mais on peut en avoir, comme C.S. Lewis, il a écrit Narnia, qui a eu un énorme impact dans la culture. C'est un livre qui est vendu même dans nos librairies ici au Québec, puis qui peut être utilisé pour l'évangélisation. Puis je me rappelle dernièrement, j'ai entendu un érudit aux États-Unis qui lamentait le fait que depuis C.S. Lewis, on ne voit plus aucun auteur qui est à sa niveau, qui est capable, par la littérature fictive, d'engager la culture. Puis par sa littérature fictive, présenter l'Évangile. Puis lamenter ce fait-là. C.S. Lewis, il faisait ça, puis c'est quelque chose que nous, on devrait émuler, puis essayer de faire dans la culture québécoise. Troisièmement, la culture est bon. C'est l'abus des éléments de la culture qui est mauvaise. C'est de prendre maintenant des œuvres d'art, puis de les utiliser pour glorifier des choses autres que Dieu, par exemple, qui est mauvaise. C'est d'abuser, par exemple, la nourriture. Pas savoir quand arrêter de prendre des tirs à l'érable, tu sais. Puis il lance quelque chose qui peut être à la fois un avertissement et un encouragement. La culture peut être une route qui amène vers Dieu, autant que ça peut être une route qui s'éloigne de Dieu. Puis il faut faire attention. Donc il ne faut pas glorifier la culture. Il faut le voir comme quelque chose qui est bon, qui est utile, et qui peut aider à la présentation de l'Évangile. Donc, le chrétien peut, avec aucune honte, participer à des éléments de culture qui ne sont pas contre Dieu, en sachant qu'ils sont donnés par Dieu. Et qu'il peut faire ceci à sa gloire. C'est ça la conclusion de C.S. Lewis là-dessus. Donc, est-ce que le chrétien peut regarder la culture québécoise et dire, oui, ça vaut la peine de le préserver? Je pense que oui. Si on regarde ce que C.S. Lewis dit, je pense qu'on peut regarder la culture québécoise puis on peut dire, non, il y a des choses dedans qui sont bonnes, et oui, il faut le préserver. La question maintenant, c'est comment. La loi 101, ça ne marche pas. Ce n'est pas pour le langage qu'on préserve une culture. Mais j'aimerais vous présenter un autre moyen d'action. Revenir à notre syllogisme pratique. On voit une bonne chose, il faut préserver la culture. Le langage, ça ne marche pas. Il y a peut-être une autre manière. Je vais vous donner un principe que je pense pourrait être un autre moyen d'action. La préservation de la culture est faite non par la préservation du langage, mais par la préservation de l'institution la plus basique
de la culture, c'est-à-dire la famille. Si on veut préserver une culture, il faut préserver la famille. Ceci devrait être précisément important, spécifiquement important pour les croyants. Parce que, et les croyants au Québec. Parce que, je vais vous donner une anecdote peut-être un peu personnelle. Moi, quand j'étais arrivé au Québec, j'étais un anglophone qui ne parlait pas du tout un mot en français. Même pas avec les standards. Tu sais, le standard français de France, là, j'aurais été en bas de zéro. Là, tu sais. C'était horrible. Et j'ai commencé à vivre ici, puis j'ai commencé à apprécier comment que le peuple québécois était, tellement que je suis rendu à dire, non, moi je m'associe plus avec les Québécois qu'avec même le monde d'Ontario. Je me sens plus chez moi au Québec qu'en Ontario où j'ai grandi toute ma vie. Sauf que, moi et Laurie en argumenté beaucoup dessus, puis j'ai commencé à réaliser c'était quoi la différence, la distinction. Je disais à Laurie, mais la réalité, c'est que quand que je regarde tous les jeunes avec qui j'interagis, je ne vois pas la culture québécoise. Tout ce que je vois, c'est des jeunes avec des cellulaires qui sacrent, qui sont intéressés par la pornographie, qui ne veulent rien savoir d'aller à l'école, puis j'étais comme... Tu sais, c'est quoi la différence entre eux autres et le gars en Californie, à part de le langage? Je ne vois aucune différence entre eux autres et les jeunes que moi j'ai grandi avec, à part de le langage. Je ne vois pas de différence de culture. Sauf à une place. Et je pense que d'un certain sens, assumant que la bonne partie de vous autres font partie de l'Église, une Église évangélique quelque part, je peux peut-être vous féliciter que la seule place où j'ai découvert la véritable culture québécoise, c'était dans des familles chrétiennes évangéliques. Et c'est la seule raison pour laquelle je pense que c'est là, c'est parce que les familles ont été préservées. Là, on va expliquer pourquoi je dis ça. Bon. Je pense qu'il y a 4 raisons pour lesquelles on peut dire que c'est par la famille qu'il faut préserver la culture. La relation entre les familles, je vais regarder la relation entre les familles en santé et la culture. Comment les cultures qui ont existé pendant très longtemps auraient réussi à préserver leur culture. Ce qui a contribué à la perte d'une culture et comment les familles en santé contribuent à la préservation d'une culture. Pourquoi est-ce que tout ça c'est important? Une chose que je veux dire rapidement. Pour un Québécois chrétien, vous avez non seulement une culture québécoise, vous avez votre foi que tu veux partager et que tu veux préserver dans vos enfants. Tu veux voir vos enfants qui donnent leur vie à Jésus-Christ. Et la seule manière que tu vas faire ça, ce n'est pas du tout par le langage chrétien, ce n'est pas du tout par le langage francophone, c'est par la préservation de ta famille et l'unité familiale. Premièrement, les familles en santé, c'est le lieu où la culture est transmise d'une génération à une autre. Dans l'Ancien Testament, c'est quoi la première chose que Dieu dit quand Israël rentre dans le pays de promesse? Il explique au Père, c'est vous qui êtes en charge de l'éducation de vos enfants. Vous allez mettre des autels à certaines places dans la nation d'Israël. Et quand vous marchez avec vos enfants, vous allez les rappeler. Tu vois cette pile de roches là-bas, là? Que pour vous, ça ne veut rien dire? Ça, là, ça représente quand que Dieu a arrêté le Jordan, puis nous a fait croiser pour rentrer dans le pays de promesse. Tu vois cette pile de roches là-bas qui, pour toi, ça ne veut rien dire? Ça représente quand que Dieu a fait tel miracle puis tel miracle. C'est par la famille que la culture juive était passée d'une génération à une autre. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est surtout dans les familles qui sont en santé que le développement des différents aspects de la culture va être encouragé. On transmet les fêtes, les symboles et les pratiques uniques d'une culture, les raisons pour les fêtes et les symboles, la moralité de la culture et l'histoire de la culture, les contes, les fables, les légendes, etc. Ça passe tout dans la famille. Quand que tu es là autour de l'arbre de Noël à fêter la naissance de Jésus-Christ, tu es en train de donner quelque chose à ton enfant, qui est la culture québécoise, oui, mais aussi le christianisme. Puis peut-être qu'il ne le comprend pas à 100%. Moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne. J'avais la culture, on pourrait dire chrétienne, avant même que je savais c'était qui le Christ.
Et je pense qu'honnêtement, c'est une des raisons pour lesquelles mon témoignage est tellement différent que celle de Guillaume. J'ai pas d'histoire, comme il a dit, je suis comme celui qui est imaginé à la fin. Moi, mon témoignage, comparé à le sien, est pas mal moins spectaculaire si on parle des choses que j'ai faites avant d'être sauvé, puis après la suite. Mais je pense que j'ai été préservé d'avoir ce type d'histoire par la grâce de Dieu, que Dieu m'a mis dans une famille chrétienne qui était ensemble, puis qui ont cherché de m'élever dans les traditions chrétiennes. Deuxièmement, les cultures qui ont mis beaucoup d'importance sur la famille, puis je vais vous dire franchement, c'est dur à en trouver présentement, mais je pense qu'il y a quand même un exemple qui existe toujours, qu'on peut quand même pointer le doigt et dire, ah, il y a une culture qui existe depuis très longtemps. Puis une des raisons pour lesquelles ça existe, c'est parce qu'ils mettent beaucoup d'importance sur la famille, puis c'est la culture juive. La culture juive prédate la Bible, d'un certain sens. C'est longtemps, ça. Il y a une partie de ça, et il ne faut pas le nier, c'est la providence divine. Et une autre partie de ça, c'est qu'ils mettent beaucoup d'importance sur la famille. C'est écrit dans la loi. Puis pour eux, la loi, c'est très important. Il faut mettre l'importance sur la famille. On voit d'autres places. Je me rappelle avoir parlé avec des mondes, puis on voit des familles qui viennent d'autres pays, qui viennent ici, puis ils s'intègrent, par exemple, dans le monde québécois, ils apprennent le langage, ils s'en vont au travail, mais tu t'en vas chez eux, puis c'est comme si tu rentres en Japon. Chez eux, c'est un mini-Japon dans leur maison. Oui, c'est ça. Tu sais, comment ça? Mais parce que pour eux autres, ils sont en train de préserver leur famille. Est-ce qu'ils le font comme il faut? Mais ça, c'est une autre question. Je me demande honnêtement si tu peux préserver ta famille comme il faut sans l'Évangile. Je ne veux pas trop sauter dedans tout de suite parce que ça serait une deuxième partie de ce que je présenterai. Comme je dis, c'est le début d'une réflexion. Troisièmement, toutes les cultures dans lesquelles la famille traditionnelle était attaquée et dans lesquelles les familles traditionnelles ont cessé d'être la norme culturelle, toutes ces nations ont disparu. Du moins, leur culture a disparu, même si le coquille superficielle de l'extérieur existe toujours. Ça va être dur à trouver, et je trouve ça triste, mais je vous dis, vas-y dans une école secondaire, puis regarde les jeunes, ici au Québec, vas-y dans une école secondaire aux États-Unis, puis montre-moi la différence. La famille traditionnelle au Québec était attaquée, et je ne vois plus, sauf dans les églises évangéliques où ce qu'on défend la famille, la culture québécoise au Québec. Finalement, comment la préservation de la famille a contribué à la préservation de la culture? Bien, je vais juste noter quelques points. L'aspect le plus important pour la transmission de culture dans la religion juive, c'était l'importance attribuée à la famille dans leur culture. Deuxièmement, les parents étaient convaincus de l'importance de leur religion. C.S. Lewis, il dit à un moment donné que tu ne peux pas donner à quelqu'un d'autre ce que ne possède pas déjà. Il parlait de l'éducation parce qu'en Angleterre, il voulait faire l'éducation religieuse pour enseigner des jeunes comment être des bons chrétiens, sauf que les professeurs étaient des athées. Puis il a écrit The Abolition of Man. Je ne sais pas si l'abolition de l'homme, je pense que ça existe en français. Justement pour dire, mais ça ne marche pas. Tu ne peux pas donner une athée pour qu'il enseigne qu'est-ce que le christianisme. Tes enfants vont devenir des athées. Parce que lui, il ne peut pas donner quelque chose qu'il ne possède pas. Il va donner ce qu'il possède. Il va donner ce qu'il est. Troisièmement, les parents passent aux enfants les symboles et les fêtes qui sont importants pour leur culture et pour leur famille. Et finalement, les parents passent aux enfants les raisons. Et ça, c'est autant d'importance que les traditions eux-mêmes. Les traditions, c'est important. Mais seulement si on a une raison pour la tradition. Tu sais, l'exemple que je me rappelle, c'est on a toujours des histoires de grand-mère où la grand-mère, elle a toujours cuisiné quelque chose de manière bizarre. Tu sais? Fait qu'elle a une espèce de gigantesque dinde là, dans une mini-pot. Puis elle fait cuisiner ça dans le four. Puis t'es comme, non, c'est comme ça qu'il faut faire. Pourquoi c'est comme ça qu'il faut faire? Mais c'est parce qu'elle n'a jamais eu un plus grand pot pour le faire cuisiner. C'est la seule raison. Mais c'est une tradition qui était donnée d'une génération à l'autre. Donc, on suit la tradition sans savoir pourquoi.
Puis ça devient, comme chez les catholiques, une loi, une dogme qui n'a aucun sens. C'est bon d'avoir des traditions, mais seulement si on sait la raison pourquoi on a la tradition. Puis si dans les familles, on oublie de passer cette tradition à nos enfants, et la raison pour laquelle on fait cette tradition, la tradition ne devient qu'une coquille superficielle qui n'a rien dedans. Et qu'est-ce qui arrive dans la génération suivante? Pourquoi on a besoin de faire ça? Pourquoi on fête de Noël? Ça ne sert à rien. J'ai juste pour donner des cadeaux, bien tant mieux. Tout le monde aime ça, des cadeaux. Mais pourquoi appeler ça Noël? Pourquoi lier ça à la fête de Jésus-Christ? Si on n'explique pas pourquoi on fait ces fêtes-là à nos enfants, ils vont rejeter, on pourrait dire, la tradition. Ou s'ils ne rejettent pas la tradition, ils vont trouver une autre manière pour la garder. La Pâques, pourquoi est-ce qu'on célèbre le Pâques? Parce qu'il y a des bonbons au chocolat. Pourquoi est-ce qu'on fête le Noël? Parce qu'on reçoit des cadeaux. Donc, mais dans une famille qui est unifiée, puis je vous suggère non seulement unifiée, mais qui est unie autour de la Bible, qui est unie autour de Jésus-Christ. C'est lorsque qu'est-ce que tu vas voir que le chrétianisme continue à persister. C'est dans ce type de famille que moi j'ai grandi. Je n'ai pas une culture ontarienne. En fait, si tu me demandais c'était quoi la culture de l'Ontario, est-ce que toi tu sais, Terry, c'est quoi la culture de... OK, ça aide pas. Fait que... Moi, je ne sais pas c'est quoi la culture en Ontario, mais j'ai une culture qui m'a été donnée par mes parents, c'est le christianisme. C'est la vérité de l'Évangile. Qu'est-ce que ça implique? Ben, là, je vais donner quelques implications pour le niveau social, parce qu'on parle aujourd'hui de la moralité société québécoise. Qu'est-ce que je découvre quand je regarde ceux qui disent « Je veux préserver la loi culture de Québec ». Puis il dit « On le fait par la loi 101 ». On va préserver le langage pour préserver le québécois. Qu'est-ce que je découvre? C'est que ce sont eux qui sont en même temps en train de détruire la culture québécoise. Parce que ce sont ces mêmes politiciens qui disent être inquiets de perdre la culture québécoise, qui introduisent des lois qui détruisent les familles, qui ne favorisent pas les familles unitaires. On est tous au courant des nouveaux cours d'éthique et religion, où ce qu'on introduit le fait qu'on enseigne aux enfants d'un très jeune âge que la famille traditionnelle, bah, ça c'est vieux jeu. Là, maintenant, on a beaucoup d'autres types de familles qui sont tout à fait correctes, y compris des familles qui incluent des personnes du même sexe. C'était tout correct. Tout est beau. Continue le même. Mais nous, on veut préserver la culture québécoise. Donc, on préserve le langage. Qu'est-ce que ça implique si on veut préserver la culture? Et prends ça comme croyant, pas juste comme quelque chose qu'on peut faire au niveau de la société, si on veut préserver la culture québécoise, mais prends ça comme pour nous autres, si on veut préserver nos familles chrétiennes. Premièrement, ça implique qu'on ne change pas la définition classique d'un mariage et d'une famille. Il faut garder la définition de mariage, où c'est une union légale et physique entre un homme et une femme. Il faut battre pour ça. Il faut aussi battre pour la tradition, pour la définition traditionnelle de qu'est-ce qu'une famille. Il faut garder ça, malgré le fait que nos lois veulent nous enlever ça. Deuxièmement, il faut valoriser, même voire récompenser des parents qui se marient et qui restent ensemble. Ça, c'est au niveau légal, je dirais. Si le gouvernement veut vraiment préserver les Québécois, c'est ça qu'il faudrait faire. Il faudrait reconnaître que la seule manière qu'ils vont préserver la culture québécoise, c'est pas préserver la famille. Puis si on va faire ça, bien, il faut récompenser les familles qui restent ensemble. Parce que présentement, dans notre culture, on vit dans une culture de sexe gratuit, puis aucun contrat de mariage. Troisièmement, ceci implique qu'on doit aider et enseigner les parents dans l'éducation de leurs enfants. Et ça, c'est quelque chose que je pense pour les chrétiens, c'est quelque chose qu'on doit faire dans nos églises. C'est pas assez de faire un ministère pour des enfants avec l'espérance qu'ils vont venir à l'Évangile, en oubliant que des parents ont besoin de savoir comment bien élever leurs enfants.
dans le Seigneur. Il faut enseigner et aider les parents pour qu'eux, ils éduquent leurs propres enfants, comme Dieu demande aux Juifs dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce que ça implique au niveau légal? Ça implique que, je ne sais pas, vous rappelez de quand le gouvernement québécois a dit ça? Le gouvernement québécois a dit que c'est le rôle de l'État d'enseigner les enfants sur la religion et la moralité. Mais si qu'est-ce que je vous dis est vrai, c'est l'inverse qui est le vrai. C'est le rôle des parents d'enseigner les enfants sur la religion et la moralité. Ce que je trouve intéressant, c'est que Aristote, dans les éthiques Nicomaques, il dit, si on voit que l'État n'est pas capable d'éduquer nos enfants comme il faut, et pour lui, l'éducation ne parle pas juste de « OK, tu as bien compris la géographie, OK, tu as bien compris les mathématiques, OK, tu comprends l'histoire du Québec, OK, tu es éduqué ». Pour Aristote, l'éducation inclut l'éducation morale. Comment être un homme ou une femme vertueux. Et si on voit que l'État n'est pas capable de faire ça, Aristote dit que c'est le rôle des parents, soit de l'éduquer l'enfant lui-même, ou de trouver quelqu'un qui est apte à enseigner son enfant pour être une personne de vertu. Ce qui d'ailleurs, je crois, est une valeur qu'on peut trouver même dans la Bible. Que c'est le rôle des parents d'enseigner les enfants sur les valeurs et comment être une personne vertueuse. Ceci implique finalement qu'on doit décourager, excuse-moi, pas finalement, il y a un cinquième point. On doit décourager n'importe quelle tendance qui s'attaque à la famille traditionnelle. Encore ça, c'est au niveau plus social. Il faut, par exemple, décourager, ou à la limite, ne pas encourager la procréation à l'extérieur du mariage. Au Québec, je pense qu'ils font ça en Ontario aussi, on prend comme acquis que tous les jeunes vont faire l'amour de toute façon à l'extérieur du mariage, fait qu'on donne des condoms à l'école secondaire. Ça, c'est quelque chose qui va contre le mariage. Ça détruit les fondements du mariage. Et ça, si on continue à faire ça, c'est sûr qu'on s'en va la voie des Romains. Il faut aller contre ça. Il faut décourager l'avortement, qui est juste devenu une autre manière par laquelle on peut s'échapper à des conséquences de la procréation à l'extérieur du mariage. Et à chaque fois que je vois dans un film l'espèce d'idée que, oh ben là, il pense, comme dernièrement j'ai vu une émission où l'idée c'était comme, fais pas la guerre, fais l'amour. Si tout le monde est en train de faire l'amour, ben il faut répondre à la guerre. Puis là, tu as toutes des filles qui veulent faire l'amour avec n'importe quel gars, puis, mais en Angleterre, dans ce temps-là, l'avortement n'était pas légal. Fait que là, il dit, oui, mais là, il faudrait quand même pas qu'elle ait un enfant, parce que si elle a un enfant, ben, elle ne serait pas capable d'être éduquée, elle ne pourrait pas aller à l'université. Qu'est-ce que l'avortement devient? Ça devient une manière d'échapper aux conséquences de nos actes. Et d'autres choses qui attaquent le mariage. Finalement, on doit préserver dans nos familles, et ceci va autant pour la culture québécoise que la culture chrétienne. On doit préserver dans nos familles les symboles et les fêtes québécoises et chrétiens. Mais pas juste faire des fêtes pour le fun. On doit préserver et expliquer aux enfants pourquoi on fait ces fêtes. Pourquoi ces symboles, par exemple, sont importants. Pourquoi est-ce qu'on met un arbre dans la maison quand on fête le Noël? Je ne sais pas si vous faites ça. Là. Dans ma famille, on faisait ça. Mais pourquoi? Ça sert à quoi? Y a-t-il une raison pour ça? Pourquoi est-ce qu'on donne des cadeaux à Noël? Pourquoi est-ce qu'on cache les petits œufs puis on laisse aux enfants chasser après ces œufs-là? Y a-t-il une raison pour ça ou c'est juste... je vais vous dire tout de suite, il y a une raison pour toutes ces affaires-là, culturellement parlant. Mais je ne veux pas m'aventurer, je vais vous dire tout de suite, à expliquer pourquoi. Pour deux raisons, j'ai plus de temps. Et deuxième, sur certaines de ces traditions, je ne pourrais même pas dire moi-même. Mais je sais que il y en a une raison pour ça. Et souvent, ces raisons sont attachées à le christianisme, au début. Fait qu'il faut non seulement passer ces symboles et ces fêtes, il faut aussi passer la raison pour laquelle on le fait, pour que les enfants apprennent à apprécier ces parties de la culture, puis soient capables eux-mêmes de passer ça à leurs enfants. Tout ce que je suis en train d'amener dans ce sujet-là, que ce soit appliqué à la culture québécoise, que je pense que d'un certain niveau, c'est banal, ou que ça s'attache
christianisme que je pense est nettement important. On parle, qu'est-ce qu'on parle? De la formation des disciples. Vos enfants, ce sont vos premiers disciples. C'est souvent que je parle aux chrétiens. Alors, je vais arrêter comme ça. Es-tu des questions? Je sais que j'ai arrêté mon temps. Oui? C'est une très brève. Alors, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu avances sur Ok. la famille et c'est très bon. rafraîchissant de t'entendre proclamer avec une clarté telle. Ma question, c'était sur la langue et la relation logique entre Ok, la ok. langue et la proclamation de la culture. Oui. Tu démontres de manière très convaincante que la préservation de la langue n'est ni nécessaire Ni suffisant. C'est ça. suffisante pour que la culture soit préservée. Mais ces deux questions-là sont finalement pas forcément les prioritaires, puisque par exemple, fumer n'est ni nécessaire ni suffisant pour avoir un cancer des poumons. Oui, effectivement. Mais ça reste quand même un facteur très important dans l'obtention du cancer des poumons. Oui, oui. Ma question, c'était, à ton avis, la préservation de la langue, même en étant ni nécessaire ni suffisante, est-ce que ça n'a pas une puissance ou une certaine influence dans ce sens-là? Quelle est la mesure, à ton avis, de ces choses-là? Je n'ai pas d'idée, c'est vraiment ouvert, je me demande quelle est ta position. Je pense honnêtement, quand que j'y réfléchi, quand que j'y pensé dessus, j'avais l'impression que si on préserve la famille, on finit par préserver le langage. Et que finalement, ce qu'on pensait était la manière de préserver la culture, ça devient finalement un effet d'avoir préservé la famille. J'espère que ça répond à ta question. Oui. Je dirais même que nos politiciens Oui. disent que eux, leur but, c'est la survie de la langue Oui. dans une ère anglophone. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est leur but, mais ce n'est pas suffisant pour préserver la culture. Absolument pas, exactement. Et on a beaucoup d'exemples historiques qui démontrent ça. Puis avec les exemples que j'ai donnés au début. Donc, oui, exactement, c'est ça. Oui. Ce que j'ai l'impression que je vois là, dans la politique aujourd'hui, c'est que c'est pas qu'ils veulent tant préserver la culture québécoise telle qu'on la voyait autrefois, Oui. mais ils veulent se forger une identité propre aux Québécois avec leurs propres valeurs, Oui. où le christianisme n'en fait pas partie, où c'est tout basé sur l'humanisme. Oui. Et je pense que tu as tout à fait raison. C'est vraiment ça qui Oui. est leur but, qu'ils veulent. Puis on le voit aussi dans la charte québécoise qu'ils proposaient, Oui. qu'est-ce que c'est. Alors, est-ce que nous, en tant que chrétiens, on veut vraiment embarquer dans ce panneau-là et puis se mettre à combattre avec eux pour préserver la culture québécoise lorsqu'on n'a pas la même définition de la culture québécoise? Il faut faire attention. Ce qu'on veut préserver en premier, c'est justement l'héritage qu'on a dans le Seigneur, et puis ça se fait à partir de la famille, entièrement d'accord, c'est la première cellule de base. Oui. L'évangélisation doit commencer là. Et, mais c'est important de bien définir quelle est la culture qu'on veut préserver. Oui, je pense que tu as tout à fait raison. Je pense que honnêtement, ça devient, qu'est-ce que tu viens de dire? Ça devient une manière par laquelle, comme croyants, on peut aborder des Québécois, d'autres Québécois que nous autres, tu sais, mais qui sont, par exemple, ils font partie du Parti québécois, puis il faut préserver la culture québécoise. Sauf qu'ils ne réalisent pas que qu'est-ce que le parti est en train de dire, il faut préserver la culture québécoise, c'est il faut préserver la culture que nous, on veut former, qui est une culture séculière, qui n'a rien à faire avec l'ancienne culture québécoise qui était fondée sur la moralité chrétienne. Puis c'est une bonne manière pour nous d'introduire l'Évangile, puis de dire, regarde, veux-tu vraiment préserver la culture québécoise? Oui. Bien, c'est pas avec eux autres que tu vas le faire. Laisse-moi te démontrer comment préserver la culture québécoise. Viens chez nous, là. Je vais te montrer la culture québécoise. Ça, c'est comme qu'est-ce que C.S. Lewis dit. Il dit de prendre la culture, puis utiliser la culture pour attirer des gens à l'Évangile. Puis je pense que c'est, honnêtement, là, quand tu regardes la culture... Comme j'ai dit, quand que moi j'étais arrivé au Québec, la seule place où j'ai trouvé... Le monde le décrive. C'est ça, la culture québécoise. Il donnait des idées de qu'est-ce que ça devrait être. Puis j'ai regardé autour, puis je ne la vois pas. Je ne vois pas de différence entre des gens ici et des gens de l'extérieur. Jusqu'à temps que je m'en vais dans une famille chrétienne. Puis là, j'assis autour de la table, puis wow, tout d'un coup, la culture québécoise, c'est énorme. T'sais. Puis là, tout d'un coup, je suis comme, OK. Je commence à mettre des choses ensemble. Oui, effectivement, c'est quoi qui a préservé la culture québécoise? La seule chose qui l'a préservée, c'est la famille. Mais pas en faisant la préservation de la famille de la manière des catholiques.
Ou est-ce que la manière de préserver la famille, c'était juste en avoir des gros familles? Ou est-ce que tout ce que tu as, c'est comme une coquille, une ressemblance, mais aucune... Il n'y a rien à l'intérieur. Je pense que, honnêtement, la meilleure manière de préserver la culture québécoise, c'est par l'Évangile, qui fait non seulement préserver... Il y a beaucoup de choses que je pourrais ajouter dedans, mais c'est par l'Évangile que les familles sont préservées, finalement. Et c'est une manière de prendre la culture pour amener l'Évangile aux gens. Surtout dans le Québec. Tu sais, Il y a beaucoup de réactions face aussi à la vie spirituelle qu'il y a eu face aux Québécois. Là. Oui. Ça, c'est sûr que c'est l'Évangile, on est à la même place. Oui, exactement. Puis je pense que encore ça, c'est une manière de l'utiliser. Mais ça fait partie de notre histoire. Exactement. L'histoire québécoise, là, c'est fait partie de la culture québécoise, puis c'est une manière de présenter l'Évangile. Pour montrer aux gens, tu veux vraiment préserver la culture, là, c'est pas en enlevant, c'est pas en prenant Jésus-Christ puis en sortant l'Évangile de la culture, c'est en reconnaissant les erreurs de l'Église catholique, les abus spirituels, mais en réalisant que la solution à ces abus spirituels, c'est Jésus-Christ, qui était ce qui manquait. C'est ça qui manquait, là. Tu sais, les gens ont comme fermé à cause de ça. Donc, je essaie de parler Le bain et l'eau. C'est ça, exactement. C'est ça. C'est Exactement. comme fermeture, puis il faut quasiment parler de ça quand on veut reparler de Dieu. Oui, c'est ça. Donc, c'est sûr que c'est touché, là, mais Les gens sont en réaction. c'est ça exactement.